C'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Mon nom est Étienne Lemarié, directeur général adjoint de la CIDMEF, et avec Yves Tremblay, président du conseil scientifique de la CIDMEF, on est heureux de vous accueillir à cette nouvelle conférence pandémie Covid. Et aujourd'hui, on accueille le professeur Yves Gruel, qui est professeur d'hématologie, qui travaille à Tours, à la faculté de médecine de Tours. Il dirige le groupe l'EA7501, groupe innovation et ciblage cellulaire. Il est rédacteur en chef de la revue francophone d'hémostase et thrombose, donc il est tout à fait bien placé pour nous parler des complications thromboemboliques de la maladie, du Covid, de la Covid, et aussi des complications liées au vaccin. Voilà, Yves, on est heureux de t'accueillir et on te laisse la parole. Merci beaucoup, Étienne. Je suis ravi d'être avec vous pour de nombreuses raisons, mais je vais cibler mon propos sur ce que vous m'avez demandé, donc les thromboses dans le cadre de la Covid-19. Alors, je vous parlerai de physiopathologie pour comprendre pourquoi cette maladie est associée à un risque très important de thrombose. Je vous parlerai aussi de questions pratiques médicales qui sont listées sur cette diapositive, quels malades traiter, à quelle dose, pour quelle durée, comment on les surveille. Et je terminerai mon topo par des messages clés sur les thromboses et thrombopénies post-vaccinales qui nous préoccupent beaucoup, même si elles sont très rares. En ce qui concerne la physiopathologie, eh bien, on s'est rendu compte très vite, au printemps dernier, que les patients avec une Covid-19 avaient un risque très élevé de thrombose. Enfin, tout au moins, on s'est rendu compte, un certain nombre d'entre nous se sont rendus compte, pas tout le monde, hein. Et en fait, nous, on est très sensibilisés, évidemment, en hémostase sur ces pathologies thrombotiques, et il s'avère que je fais partie d'un groupe multidisciplinaire qui s'appelle le GIHP, le groupe d'intérêt en hémostase périopératoire, qui est une espèce de think tank qui regroupe des médecins qui ne sont pas mauvais, disons, qui sont francophones, français, suisses, belges, canadiens, et qui sont tous experts sur des problématiques d'hémostase, de thrombose et de saignement périopératoire. Et très vite, avec un certain nombre de membres de ce groupe, on s'est mobilisé pour travailler sur ce sujet. Je vous en parlerai parce que très vite, on s'est aperçu qu'en effet, ces malades avaient un risque très élevé de thrombose, mais que les thromboses étaient vraiment particulières dans la mesure où le tropisme pulmonaire est important. Certes, le virus affecte le poumon, les poumons, mais les thromboses aussi. Une première expérience avec 12 patients autopsiés avait montré que 30% d'entre eux étaient morts d'embolie pulmonaire. Alors, très vite, au printemps dernier, toujours, les Alsaciens, vous savez, en France, c'est d'abord le Nord et l'Alsace qui a été touché très tôt. Et les Alsaciens, avec l'équipe de Strasbourg, a très vite rapporté une expérience concernant 150 malades et en fait, les embolies pulmonaires touchaient 16,7% des patients atteints avec moins de thrombose veineuse profonde des membres inférieurs. Alors là, bon, vous êtes pneumologue pour certains d'entre vous. Donc, on a des images typiques de lésions pulmonaires associées à la Covid. Et en fait, très vite, les explorations d'imagerie ont permis aussi de mettre en évidence des embolies pulmonaires qui pouvaient être totalement asymptomatiques aussi. Pas toujours, parce qu'en fait, faire la part des choses chez un malade qui a une atteinte pulmonaire infectieuse sévère et distinguer une symptomatologie liée à une embolie pulmonaire, c'est un vrai problème en ce qui concerne ces patients. Donc, de plus en plus, maintenant, ces malades, dans les formes graves, ils ont des investigations d'imagerie systématique pour permettre le diagnostic d'embolie pulmonaire. On va voir pourquoi ces embolies pulmonaires sont extrêmement fréquentes. Alors, en fait, on sait en gros que l'incidence des thromboses veineuses, thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire, c'est à peu près 20% des malades hospitalisés dans les unités de soins intensifs. C'est quand même surtout les formes graves. En médecine,
en dehors de la réanimation, les thromboses vont toucher 5% des malades hospitalisés en médecine. Donc, dès que les patients ont des troubles respiratoires très marqués, avec un besoin d'oxygène, voire même d'assistance respiratoire, eh bien, l'incidence des thromboses et notamment des embolies pulmonaires croît de manière extrêmement importante. Il y a quelqu'un qui veut entrer dans la salle, là. Je ne sais pas si vous avez la possibilité. Voilà. Alors, finalement, les réanimateurs, au début, je ne suis pas certain qu'ils étaient bien conscients du fait que la Covid-19 était associée à un risque beaucoup plus élevé d'embolie pulmonaire. Parce qu'ils savent, ils reçoivent régulièrement des grippes sévères dans leur lit, et ils avaient déjà la connaissance que certains malades avec une grippe sévère pouvaient avoir des thromboses et notamment des embolies pulmonaires. Ah, quelqu'un n'a pas coupé son micro. Mais très rapidement, et notamment une équipe lilloise avec la coordination de Sophie Suzanne, qui est la personne avec laquelle j'ai beaucoup travaillé sur cette problématique, eh bien, une équipe lilloise a rapporté une expérience qui démontre que la Covid-19, c'est bien autre chose qu'une grippe sévère en termes de risque thromboembolique aussi. Ils ont fait une comparaison historique entre ce qu'ils avaient observé en 2019 et ce qu'ils ont observé en 2020, et ils ont vu très vite que finalement, il y avait à peu près 3 fois plus d'embolie pulmonaire en cas de Covid-19 par rapport à ce qu'ils observaient en cas de grippe sévère, hospitalisée en réanimation. Comparativement, eh bien, les thromboses veineuses profondes des membres inférieurs sont beaucoup plus fréquentes, vous le voyez, 33,4% des grippes versus 13,6% lors d'une Covid-19. Et en fait, ça c'est parfaitement compréhensible tenant compte de la physiopathologie. Il y a Marie-Nicolas qui essaie de m'appeler. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, pourquoi est-ce que les patients avec une Covid-19 ont un risque très élevé de thrombose? On va faire maintenant un petit peu de physiopathologie. Alors, le SARS-CoV-2, vous le savez, a un tropisme pour le poumon extrêmement élevé. Parce qu'en fait, sur les cellules épithéliales pulmonaires est exprimé à un très haut niveau le récepteur pour l'enzyme de conversion de l'angiotensinogène. Et c'est au niveau de ce récepteur qu'interagit la protéine spike du virus, et que cette interaction protéine spike ACE2 récepteur permet l'internalisation du virus dans la cellule épithéliale, sa multiplication, et donc au bout de quelques jours, la libération dans les poumons d'un nombre extrêmement important, parfois absolument majeur, de particules virales. Et c'est ce fameux virage de la deuxième semaine, là, où finalement il y a la contamination, ensuite il y a la prolifération du virus dans les poumons du malade, et puis pouf, la libération dans les poumons de quantités parfois phénoménales de particules virales. Et les patients éventuellement vont décompenser à ce stade-là. Et en fait, ces particules vont entraîner des conséquences. Alors, je ne sais pas comment je pourrais faire. J'ai une visualisation de l'image qui est un peu bizarre sur mon écran. Je la vois toute petite, la diapositive. Alors, ça m'ennuie un peu. Je ne vois rien du tout, en fait, moi. C'est pas grave. Je les connais à peu près par cœur, mais j'ai un petit peu de mal. Alors, pardonnez-moi. Enfin, en tout cas, oui. Elle est très lisible. Pour vous, elle est très lisible, mais pour moi, elle n'est pas du tout, mais c'est pas grave. Elle est toute petite, ma diapo. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que pour vous, elle soit bien. En tout cas, le virus va interagir avec différents composants, va entraîner une dysfonction endothéliale majeure qui va modifier l'endothélium lorsqu'il est sain, exprime un certain nombre de propriétés antithrombotiques, anticoagulantes. Bien, vous avez une perte de ces propriétés sous l'action du virus. Vous avez aussi une action énorme sur les cellules immunitaires
qui va entraîner, vous le savez, vous en avez beaucoup entendu parler, ce qu'on appelle un orage cytokinique, avec la libération de cytokines pro-inflammatoires qui vont agir aussi, ces cytokines, sur un certain nombre de cellules, l'endothélium, les monocytes. Et les monocytes sont une source extrêmement importante de facteurs tissulaires. Et donc, le facteur tissulaire active la coagulation. Et vous avez un espèce de cercle vicieux qui se met en place avec à la fois un syndrome inflammatoire majeur et une hypercoagulabilité qui est, je crois, qui est vraiment très très importante. Et en pathologie, je pense que c'est assez rare de rencontrer une maladie qui est associée à une hypercoagulabilité aussi puissante. Alors, en fait, ce syndrome hypercoagulable, ce syndrome inflammatoire explique non seulement l'atteinte pulmonaire extrêmement sévère des malades atteints gravement, mais aussi l'atteinte d'autres organes. On sait qu'il y a des dépôts de fibrine qui vont se mettre en place au niveau d'autres organes. Et ce n'est pas une CIVD, ce n'est pas une coagulation intravasculaire disséminée que l'on observe. Il y a des critères, il y a des paramètres qui n'évoluent pas du tout de la même manière que ceux que l'on voit lors d'une CIVD, mais il y a quand même une coagulopathie qui est assez impressionnante et très grave dans les formes sévères. Donc, vous avez une interaction délétère entre finalement cette particule, ce SARS-CoV-2, l'endothélium, les cellules immunitaires, qui fait que vous avez un état pro-inflammatoire avec des cytokines qui sont libérées en très grande quantité, qui vont entraîner, majorer l'hypercoagulabilité. Vous avez la thrombine qui va être générée en quantité massive, qui va elle-même activer. La thrombine, elle transforme le fibrinogène en fibrine, certes, elle active les plaquettes sanguines, certes, mais la thrombine, elle a aussi la possibilité d'activer d'autres cellules. Il y a d'autres récepteurs, qui sont des récepteurs de type PAR, Protein Activated Receptors, qui sont exprimés par les cellules inflammatoires, qui elles-mêmes, en réponse à la thrombine, vont libérer encore plus de cytokines. Donc vous avez un vrai cercle vicieux qui est très délétère. Et je le répète, au niveau pulmonaire, vous avez une expression, une libération, une expression par les cellules intrapulmonaires de facteurs tissulaires qui est majeure. Vous avez des lésions, des anomalies endothéliales qui se traduisent par une diminution des propriétés anticoagulantes, notamment une diminution de l'expression des molécules d'éparane sulfate ou de l'expression de la thrombomoduline. La thrombomoduline, c'est une protéine qui permet l'activation de la protéine C, qui est un inhibiteur très important de la coagulation. Tout ça dysfonctionne de façon majeure. Alors, j'ai mis cet article en pensant à mon ami Étienne Lemarié. Je me suis dit quand même, c'est une vraie maladie pulmonaire et une maladie de la coagulation, cette affaire. Et vous avez à gauche, donc il y a un avion qui passe, vous avez à gauche l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est super simple, on connaît ça depuis des décennies, avec une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs, et puis le plus souvent, vous avez un gros caillot qui va se mettre dans une branche de l'artère pulmonaire, bon, ok, à droite, à gauche, parfois de façon bilatérale, mais enfin, il y a un ou deux gros caillots. Ça, c'est ce que vous voyez à gauche. Dans la Covid-19, c'est complètement différent. Vous avez une atteinte multifocale intrapulmonaire avec de multiples caillots, de multiples thrombis dans les poumons qui sont souvent distaux, parfois proximaux, mais surtout distaux. Et puis on ne retrouve pas forcément de thrombose veineuse profonde. C'est complètement différent. Alors en fait, dans cet article qui est très bien fait, je trouve, ils insistent sur le fait qu'il y a une atteinte, comme ils disent, tricompartimentale, avec une atteinte à la fois au niveau des capillaires veineux pulmonaires, des capillaires des vaisseaux, des petits vaisseaux artériels pulmonaires, donc deuxième compartiment, et aussi au niveau alvéolaire proprement dit. Donc vraiment, vous avez malheureusement, il n'y a pas que le virus
qui empêche nos malades de respirer. Ça, je crois que les réanimateurs n'ont pas bien compris au début. Et c'est vraiment une spécificité de cette maladie, c'est que les pauvres malades qui sont sévèrement atteints sont non seulement complètement inondés de cette particule virale particulièrement agressive, mais aussi ils sont inondés de fibrine. Et la fibrine, ça n'a jamais aidé qui que ce soit à respirer, surtout quand elle est produite en très grande quantité dans les poumons. Bon, j'espère que je suis assez clair, je le pense, tout au moins. Alors, en plus, les patients ont aussi un risque élevé de thrombose artérielle. C'est quand même à un niveau moindre, mais significatif. Alors pourquoi? Alors là, je vous demande de regarder plutôt à droite de cette diapo, parce que sur la gauche, on retrouve les données présentées d'une manière un petit peu différente, mais les données que je vous ai déjà un peu expliquées. Mais au centre, vous avez une cellule quand même que moi j'aime beaucoup, Étienne le sait, c'est la plaquette sanguine. La plaquette, elle est très activée aussi dans la Covid-19, mais c'est normal, vous avez tellement de thrombines générées que la plaquette ne peut pas faire autrement qu'être activée. Et vous avez aussi l'endothélium qui libère des multimères de haut poids moléculaire du facteur Willebrand. C'est pareil, on a des taux de facteur Willebrand qui sont colossaux dans les formes graves de Covid-19, et ces multimères de haut poids moléculaire du facteur Willebrand contribuent à la formation de thrombie artérielle. Et les plaquettes interagissent encore plus avec le facteur Willebrand dans les zones où les forces de cisaillement sont élevées, et c'est surtout vrai dans les petits vaisseaux artériels, où la pression est plus grande et le diamètre est plus petit, et là, les forces de cisaillement sont élevées. Donc, on a des thromboses artérielles dans le Covid-19, ça a été montré dans plusieurs travaux, et on l'a su assez vite. Hein. Donc là, on a des thromboses artérielles, des infarctus, des AVC, des ischémies aiguës de membres inférieurs, bref, et ça peut survenir même chez les malades qui recevaient une thromboprophylaxie. De la même manière que très vite, on s'est aperçu que les embolies pulmonaires, elles survenaient chez les malades qui recevaient une thromboprophylaxie standard. On va en reparler. Là, vous avez un patient, alors là, c'était un patient, j'aime bien cette observation, un monsieur qui ne fait pas de thrombose veineuse profonde, et puis il a des dédimères qui grimpent à des valeurs astronomiques. Et donc, il recevait des enoxaparine et il ne comprenait pas pourquoi, et en fait, il avait une énorme thrombose artérielle intra-abdominale, et il en est mort. Bon, bref. Donc, les incidences, selon un travail espagnol qui a concerné pas mal de patients, bon, ils ont retrouvé à peu près 1% de thrombose artérielle. D'autres travaux ont retrouvé des incidences un peu plus élevées, par exemple celui-ci, 3 à 4% d'accidents vasculaires cérébraux chez des patients ayant une Covid-19 et pas toujours hospitalisés en réanimation. Donc, bref, c'est logique. C'est logique, alors surtout chez les sujets un peu plus âgés qui ont éventuellement un terrain vasculaire pas toujours nickel. Et quand vous avez des taux de facteur 8, des taux de facteur Willebrand qui sont à 400, 500% de la normale, plus une activation plaquettaire intense, faire un AVC, ça me paraît tout à fait logique. Alors, cette coagulopathie, j'y reviens, je suis spécialisé en hémostase, pardonnez-moi, elle est particulière. Je vous le répète, c'est pas du tout une CIVD, du tout. Alors, on a, de fait, on a souvent une numération plaquettaire normale ou éventuellement très modérément diminuée, mais jamais effondrée. Alors, quand les plaquettes commencent à vraiment chuter de façon significative, c'est parce que c'est la fin, c'est un signe prémortel. On a, un allongement discret du temps de prothrombine, du temps de quick, donc le TP il diminue un peu. Par contre, le fibrinogène, il augmente vraiment de manière assez importante. C'est une acute phase reactant protein, vous le savez. Donc, pardonnez-moi, en anglais, je ne devrais pas à une réunion de la francophonie, c'est honteux de ma part, je vous prie de m'excuser. Il y a une élévation importante du taux de fibrinogène, et puis là, c'est probablement, la flèche est très grosse. Il y a des taux de dédimères qui sont jamais atteints dans d'autres pathologies. Il y a des taux de dédimères extrêmement importants, et voire en particulier chez les sujets qui vont mourir, mais pas que. Et on peut aussi voir des taux de dédimères qui persistent de manière prolongée en cas de Covid long. Les taux d'antithrombine dans les CIVD, l'antithrombine, elle chute, mais pas là. Là, ça reste impeccable. Alors pourquoi il y a autant de dédimères?
Ben justement, c'est parce que, bon, les dédimères, vous vous en souvenez un petit peu, j'imagine, le fibrinogène est coagulé par la thrombine et va former un réseau tout d'abord de fibrine qui est soluble, pas très solide, qui est consolidé par le facteur 13 activé, lui-même par la thrombine d'ailleurs, et ce facteur 13 met en place des liaisons très solides entre les monomères de fibrine. Et la plasmine, à cause de ces liaisons très solides, ne peut pas couper la liaison qui est mise en place entre les domaines D. C'est pour ça que ça génère des D-dimères, des domaines DD. Et donc, en fait, on sait très bien que ces D-dimères, bien sûr, sont augmentés quand il y a une phlébite ou une embolie pulmonaire classique. Mais là, comme vous avez un syndrome inflammatoire majeur d'une part et surtout une production de fibrine très importante, diffuse dans les poumons, il y a une production intrapulmonaire de D-dimères qui est à un niveau jamais égalé dans d'autres pathologies. Alors, si on regarde l'évolution d'un certain nombre de paramètres, eh bien, vous voyez qu'il existe un syndrome inflammatoire, une CRP élevée qui va persister pendant très longtemps. Vous avez aussi, là, j'arrive pas à voir, des taux élevés, c'est le fibrinogène, là, qui est ici, en haut à gauche. Puis, vous avez en bas à droite les D-dimères qui peuvent atteindre des taux colossaux et ça persiste vraiment pendant relativement longtemps durant l'évolution de la maladie. C'est majeur durant les 10 premiers jours. Et puis, ça se traduit par ce qu'on appelle, enfin, on peut mesurer la génération de thrombine avec des appareils un petit peu particuliers. Maintenant, c'est devenu de plus en plus courant et c'est ce que vous voyez en bas à gauche, là. Le potentiel endogène de formation de thrombine qui est très élevé chez les malades ayant une Covid-19 peuvent contribuer à l'hypercoagulabilité des anticorps antiphospholipides qui sont assez fréquents, comme cela a été rapporté par plusieurs études. Alors c'est un peu logique, hein, il y a des lésions tissulaires importantes, donc le système immunitaire est très perturbé, donc c'est logique, mais leur rôle dans la survenue des thromboses n'est pas démontré. Alors je vais venir maintenant, je vais aborder des questions plus médicales. Alors, quel malade traiter? Alors, par exemple, on peut être confronté à une patiente comme celle-ci qui avait 57 ans, donc pas si âgée que ça, asthénie intense, elle est alitée plus de 15 heures par jour, elle est gênée, elle a une toux persistante, elle a quand même une fièvre pas négligeable. Et depuis 2 semaines, on prévoit un test et on discute d'une thromboprophylaxie. Alors, bon, c'est un QCM que j'avais préparé, je l'ai laissé pour discuter, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, mais il faut, évidemment, cliniquement, il faut que chaque médecin évalue le risque thrombotique du patient. Et on s'est très tôt aperçu, grâce à notre hygiène de vie, comme dans pas mal de coins dans ce monde, on vit dans des pays occidentaux qui sont riches, et malheureusement, le prix à payer, c'est pas mal. Il y a une obésité qui touche plutôt les plus pauvres, vous me direz. Mais enfin, en tout cas, dans le nord de la France, qui n'est pas une région sans difficulté, Sophie Suzel m'a dit, mais tu sais Yves, ce Covid fait très mauvais ménage avec la frite. Et nos sujets obèses, ils ont vraiment des énormes soucis. Et en fait, j'ai mis cette question parce que l'IMC est un facteur de risque d'aggravation de l'état pulmonaire et de l'hypercoagulabilité des malades qui est absolument incroyable. Et j'aime beaucoup ce travail publié dans Blood qui montre que chez l'obèse, vous avez un état hyperinflammatoire chronique. Et en fait, les adipocytes vont libérer des composants qui vont stimuler finalement les cellules immunitaires et favoriser déjà chez l'obèse l'existence de taux élevés de cytokines comme le TNF-alpha, l'interleukine 6, dont on parle beaucoup dans la Covid-19, et bien d'autres. Et toutes ces interleukines, toutes ces cytokines, eh bien, contribuent bien sûr à l'obésité, à l'insulinorésistance, mais peu importe, là n'est pas le propos. Mais ça contribue à ce que les patients qui ont une Covid-19, ils explosent littéralement quand ils sont vraiment sévèrement atteints. Donc, c'est un des éléments clés qui a guidé notre réflexion initiale. Vous allez le voir.
Alors, il y a les praticiens de la Société française de médecine vasculaire qui ont réagi aussi assez vite et qui ont proposé finalement de tenir compte, mais ils avaient déjà inclus l'obésité dans leurs critères, donc de tenir compte d'un certain nombre de facteurs de risque, cancer, chirurgie récente, antécédents thromboemboliques veineux, obésité et âge supérieur à 70 ans, pour décider si finalement il fallait traiter ou non un patient ayant la Covid-19 en ambulatoire. Parce que bon, il faut distinguer, on l'a vu, le patient ambulatoire qui a un risque thrombotique quand même beaucoup plus faible que le patient hospitalisé parce qu'il a une forme sévère. Néanmoins, il faut aussi, il y a eu un certain nombre de décès à domicile de malades dont on avait sous-estimé le risque thromboembolique et qui sont morts d'une embolie pulmonaire au décours de leur maladie. Alors, ces propositions ont mis en avant une HBPM à dose préventive ou le Fondaparinux pendant 7 à 14 jours. Mais vous voyez que les doses préconisées étaient très classiques, 4000 unités d'enoxaparine par exemple. Alors, ensuite, les Belges aussi ont proposé à peu près la même stratégie, avec des facteurs de risque qui sont sensiblement les mêmes. On retrouve le cancer, l'âge supérieur à 70 ans, l'obésité, et puis aussi d'autres arguments, bien sûr un antécédent personnel de thrombose. Et là, dans ces cas-là, il était préconisé plutôt de prescrire une HBPM. Alors, en ce qui nous concerne, en fait, voici un petit peu les gens qui se sont réunis et qui ont travaillé dès le mois de mars, avril. On s'est focalisé, j'ai coordonné ce groupe de travail au nom du GIHP, du groupe d'intérêt en hémostase périopératoire et du groupe français sur l'hémostase et la thrombose, dont j'étais le président. Et on a ciblé notre réflexion sur les patients hospitalisés. Et on a finalement proposé un niveau de traitement selon la gravité de la maladie reflétée par les besoins en oxygène ou la nécessité éventuellement d'une assistance respiratoire, et puis l'IMC en première ligne. Alors, pour les patients qui n'avaient pas de surpoids trop net et une forme pas trop sévère, eh bien, une dose standard d'héparine de bas poids moléculaire était requise, ce qui est logique. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, on est arrivé à une ère thérapeutique où les anticoagulants oraux directs ont une place énorme. Pourquoi l'héparine et pourquoi pas un anticoagulant oral et notamment un AOD? Alors, bon, je passe très vite sur le cas de ce patient de 78 ans qui a une dyspnée modérée, qui a une Covid-19 avec des débitmères qui ne sont pas trop élevés mais qui le sont quand même un peu. Il faut discuter une thromboprophylaxie et j'avais proposé différentes options pour discuter cette problématique. Est-ce qu'il est vraiment utile, nécessaire de mettre une héparine? Est-ce que c'est vraiment l'enoxaparine, une HBPM ou le Fondaparinux, est-ce qu'on peut le donner? Ou un AOD anti-DISA? Alors en fait, les Belges ont une position assez pragmatique à laquelle j'adhère. En ambulatoire, quand un patient va bien, n'a pas une atteinte respiratoire trop sévère, eh bien, il est licite et qu'il est déjà traité par un anticoagulant oral, AVK ou AOD, eh bien, il n'y a pas de raison de changer son traitement, il faut lui laisser son anticoagulant oral dans la mesure où il va bien. Après, quand il va plus mal, en fait, il faut bien comprendre que l'héparine présente indiscutablement, comme l'illustre cette diapositive, des propriétés qui sont importantes à considérer dans le contexte d'une Covid-19. Les propriétés, enfin l'héparine a de multiples propriétés qui sont extrêmement intéressantes, qui vont bien au-delà de leur action anticoagulante spécifique. Elles agissent sur un certain nombre de cytokines, elles peuvent agir aussi, elles ont une activité anti-inflammatoire, elles ont une activité aussi, semble-t-il, il y a des travaux qui ont montré qu'elles pouvaient avoir une action directe sur l'invasivité, enfin sur l'infection virale proprement dite. Alors, ce qui est sûr, c'est que très tôt, les Chinois, qui nous ont caché beaucoup de choses, mais enfin pas tout quand même, eh bien, ont montré, comme l'illustre cette diapositive, que
Vous avez en rouge les patients qui étaient traités par l'héparine. Je n'arrive plus à lire la légende, mais non, c'est l'inverse. Oui, c'est en rouge les patients qui n'avaient pas d'héparine, et en bleu, enfin, il faut que je me réfère, vous avez la mortalité en ordonnée. Et vous voyez que finalement, la mortalité était quand même beaucoup plus faible chez les patients qui étaient traités par l'héparine versus ceux qui ne l'étaient pas, surtout dans les formes les plus graves, reflétées par l'augmentation des D-dimères, ici en abscisse. Alors, en ce qui concerne les anticoagulants oraux, AOD ou AVK, alors, il faut les relayer par une HBPM dans les formes les plus sévères de Covid-19. D'une part, parce que les AOD n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché en prévention de la thrombose lors de situations médicales. Il n'y a absolument aucune preuve démontrant leur bénéfice dans cette situation. Et d'autre part aussi, comme l'illustre cette diapositive un peu complexe, il faut surtout regarder les couleurs finalement. Les AOD et les AVK, avec les médicaments que l'on est susceptible d'utiliser chez ces malades graves, et ils sont nombreux, qui sont listés ici, vous voyez à chaque fois qu'il y a un point rouge, là, qu'il y a des interactions délétères possibles. Et les points rouges sont très nombreux avec les AOD, mais aussi avec les AVK. Alors que, avec les héparines, on est dans le vert en permanence. Alors vous me direz que c'est assez schématique, mais c'est juste pour illustrer le fait qu'on a quand même beaucoup moins de problèmes d'interaction médicamenteuse avec une HBPM ou une HNF versus les anticoagulants oraux. Et on le sait depuis longtemps, notamment aussi chez les malades cancéreux, c'est aussi un problème. Quid des antiplaquettaires? Ils ne sont pas efficaces pour prévenir les thromboses veineuses associées à la Covid-19, ce qui est déjà un point important. Alors on peut les maintenir s'ils sont déjà prescrits dans le cadre d'une coronoropathie, mais il faut savoir qu'ils augmentent le risque de saignement en association avec l'héparine, notamment s'il y a une bithérapie antiplaquettaire. Donc là, il faut faire un peu au cas par cas et ne pas hésiter à discuter avec le cardiologue selon la situation individuelle du patient. Alors après la dose d'héparine, on a vu que probablement une dose prophylactique systématique n'est pas suffisante. Alors, il y a encore beaucoup d'études en cours. Hein. C'est l'objet de débats extrêmement virulents. Et moi, je vais vous exprimer notre position vis-à-vis d'une maladie dont je crois vous avoir démontré qu'elle est quand même super dangereuse sur le plan de l'hémostase. Donc, une dose prophylactique ne me semble pas vraiment très efficace, toujours dans certains cas. Alors, pour l'illustrer encore, si besoin, alors maintenant il est paru ce papier, eh bien, ça c'est un papier où ils ont quand même évalué trois types de patients, des patients qui étaient traités en unité de soins intensifs, ICU, ou des patients traités en ambulatoire ou dans des services non intensifs. Et on a trois types de patients, là, qui n'ont pas reçu d'anticoagulants, d'autres de l'héparine à dose préventive, et une troisième population de l'héparine à dose thérapeutique. Eh bien, c'est simple. Vous avez ici la mortalité, et on s'aperçoit quand même que ceux qui survivent le mieux sont ceux qui étaient traités par une dose thérapeutique d'anticoagulants. Ensuite viennent derrière ceux qui recevaient une dose prophylactique, et les patients qui n'avaient pas de prophylaxie du tout avaient une survie quand même significativement moins bonne. Alors, ce n'est pas du tout là-dessus. Nous, on s'est un peu, quand on a fait nos propositions au printemps dernier, eh bien, on a uniquement raisonné avec il y avait très peu de papiers, c'était facile d'analyser la littérature, et on a fonctionné avec notre cerveau, nos échanges et notre expérience. Et on a proposé pour les patients qui avaient des formes graves et ou une forme moins sévère, mais qui avait aussi un IMC augmenté, eh bien de majorer les doses d'héparine de bas poids moléculaire, de mettre des doses intermédiaires d'héparine de bas poids moléculaire, adaptées selon l'indice de masse corporelle et selon la gravité, et en vérifiant avec l'activité anti-DISA qu'il n'y avait pas de problème de surdosage.
Alors, on a aussi, après, réalisé, enfin, il y a un travail que moi je trouve intéressant à rapporter, c'est celui d'une équipe à Paris, à l'HEGP, spécialisée sur l'endotéliopathie, associée notamment au Covid, et ils ont montré que chez les Covid graves, il y avait finalement une déendothélialisation avec des cellules endothéliales circulantes en très grand nombre. Et dès l'instant qu'on met une héparine à dose curative, eh bien, vous voyez que l'héparine semble prévenir la déendothélialisation, puisque le nombre de cellules endothéliales circulantes décroît de façon extrêmement importante. Alors, on a proposé finalement aussi un niveau, donc il y a 3 niveaux de prescription, hein, quand les risques sont très très élevés, quand il y a des antécédents thromboemboliques, quand il y a un cancer, quand il y a bien sûr un malade qui est sous assistance circulatoire, ça c'est une évidence, eh bien dans ces cas-là, on a évidemment préconisé un traitement avec des doses curatives d'héparine. Alors, on a aussi tenu compte, et là on a peut-être été un peu trop hardi à ce moment-là, on a proposé que quand le taux des dédimères devenait extrêmement élevé ou augmentait de façon extrêmement rapide, avec aussi un taux de fibrinogène extrêmement élevé, eh bien ça témoignait d'une hypercoagulabilité qui pouvait justifier aussi des doses thérapeutiques. Et ça a été très contesté, je dois dire. Alors, ensuite, on a évalué par une analyse de cohorte multicentrique cette stratégie. Et ce travail a été publié dans Chest il y a peu de temps. Et en fait, sur 538 patients qui ont été finalement traités selon les modalités que je viens de vous expliquer, des thromboses, des complications thrombotiques ont été observées dans 22,7% des cas, avec une embolie pulmonaire quand même qui était très prédominante. Et en fait, les doses prophylactiques élevées étaient associées à une réduction significative du risque de complications thromboemboliques, donc une réduction de 20% du risque thromboembolique, sans augmenter le risque de saignement, parce que c'était en fait ce qui était avancé par un certain nombre de médecins, c'est un risque de saignement trop élevé. Bon, bref, par les études multicentriques qui sont en cours, on en reparlera peut-être. En tout cas, pour le suivi biologique, il apparaît quand même que l'un des paramètres les plus signifiants du risque de thrombose et de récidive thrombotique, ce sont c'est le taux de dédimère. Donc, les dédimères sont ici à droite, ça a été confirmé par une autre étude lilloise qui a bien montré que le taux de dédimère était corrélé aux besoins en oxygène des patients. Et finalement, les dédimères, de même, enfin surtout les dédimères et le taux de facteur 8, leur élévation était associée à une survenue plus précoce de thrombose après l'admission. Donc, en fait, dans la plupart des cas de Covid standard, il n'y a aucune surveillance biologique particulière à faire, à mon avis. Par contre, dès que le malade est un peu plus sévèrement atteint, il faut surveiller l'hémogramme, parce qu'une leucocytose élevée, une lymphopénie sont des signes de gravité. Il faut surveiller la CRP, qui témoigne du syndrome inflammatoire, et je crois qu'on peut rajouter le taux de fibrinogène, et surveiller le taux de dédimère, car si on a une élévation brutale, ou des taux vraiment très élevés, c'est un argument pour ne pas mollir sur le traitement anticoagulant. Et bien sûr, une clémence de la créatinine, dans la mesure où ça va quand même éventuellement impacter le choix de l'anticoagulant. Bien sûr, un suivi clinique, mais ça, vous connaissez ça mieux que moi. Surveiller la saturation. S'il y a une aggravation brutale avec une hypoxie, ce n'est pas uniquement le virus qui se multiplie, ça peut être aussi une embolie pulmonaire, enfin des lésions thrombotiques intrapulmonaires, des signes cliniques qui s'aggravent. Ensuite, la durée du traitement. Alors là, c'est important d'en parler, certainement pas moins de 10 jours. Et on va poursuivre si le patient est alité, symptomatique, avec la persistance d'un syndrome inflammatoire marqué. Et en fait, quand le malade s'améliore, la concentration plasmatique en dédimère diminue. Si celle-ci reste très élevée, voire même augmente, ce n'est pas bon signe. Là, à mon avis, il faut quand même s'inquiéter. Alors, je vais finir sur cette partie en soulignant, parce que je vois l'heure qui tourne, on a commencé un petit peu en retard, mais
On a fait une méta-analyse récente qui est très intéressante, qui vous montre que le risque thrombotique en bleu, il est majeur dans les 10 premiers jours, et notamment vers J7, plus ou moins 2-3 jours. Et le risque hémorragique chez les malades traités, il survient de manière significative, surtout après le 10e jour. Et ça a été vraiment une analyse importante pour faire évoluer nos propositions de traitement anticoagulant, et notamment relatives à l'intensité du traitement anticoagulant. Ces propositions sont résumées sur cette diapositive, et le texte est sous presse. Et en fait, il y a deux temps dans la prophylaxie antithrombotique chez un malade qui a une Covid sévère. Un premier temps, c'est les 7-10 premiers jours, où le risque thrombotique il prédomine sur le risque de saignement. Et là, dès l'instant que vous avez une forme sévère, a fortiori s'il y a des dédimères qui sont très élevés, il ne faut pas mollir. Il faut donner des doses intermédiaires, voire même très élevées, d'anticoagulants chez les malades atteints. Après, quand on passe ce cap aigu des 7-10 premiers jours, aigu en termes de risque thrombotique aussi, hein, je ne parle pas du risque infectieux, ça je ne parle pas de cette problématique-là, mais bien sûr, eh bien, on peut envisager, surtout si on a éliminé une thrombose, tout va bien, le malade va mieux, les dédimères commencent à chuter, hop, on diminue l'intensité de l'anticoagulation. Et je pense que là, en rapport bénéfice-risque, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux par rapport à ce que l'on avait proposé antérieurement. Donc, les points clés, je passe très vite. Hein, évaluer le risque thrombotique de tous les malades, bien sûr. HBPM, à dose prophylactique, ça c'est le minimum du minimum dès l'instant qu'il y a un facteur de risque. Et on va discuter une posologie plus élevée chez l'obèse et ou s'il y a des facteurs de risque surajoutés et dans les formes plus sévères. Pas de suivi biologique a priori en ambulatoire. Par contre, dès l'instant que les choses se gâtent un peu, que les malades sont plus sévères, il faut surveiller, mais répéter plutôt des analyses simples. Ce n'est pas la peine de faire des analyses complexes. Des analyses très simples permettent, avec la clinique, de gérer le malade. Je terminerai par quelques mots sur les thromboses et thrombopénies post-vaccinales. Sujet ô combien passionnant, mais qui ne concerne que quelques malades quand même. Heureusement, ça reste très exceptionnel, vous le savez. Moins d'un patient pour 100 000, plus de 100 000 injections de vaccins adénovirus, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Ces événements, enfin ceux que je considère comme étant vraiment attribués sans aucun problème au vaccin, surviennent entre le 4e et le 28e jour. Alors au début, on a pensé qu'ils affectaient surtout les plus jeunes, mais ce n'est pas vrai, ils affectent aussi les moins jeunes. Il y a un biais parce qu'on a fait évoluer nos politiques de vaccination, notamment en France. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, mais enfin, en tout cas, bon, bref, on voit maintenant cette complication chez les sujets moins jeunes. Et un mécanisme auto-immun a été très rapidement retrouvé par les différentes équipes qui ont rapporté en première ligne cette complication avec des anticorps anti-facteur plaquettaire 4. Alors, bon, Étienne le sait bien, je fais partie des quelques experts internationaux sur ces anticorps anti-FP4 depuis des années. Donc, on a travaillé très vite sur cette problématique. Le facteur plaquettaire 4, c'est un tétramère qui est présent dans les plaquettes, qui a une très grosse affinité pour un grand nombre de molécules chargées négativement, comme l'héparine, parce que, vous voyez, il y a ce tétramère, il a une charge électrique positive très, très élevée, notamment au niveau d'un pôle du tétramère. Alors, en fait, ça veut dire que ce tétramère de FP4, il peut interagir, bien sûr, avec les héparines, mais aussi avec d'autres glycosaminoglycanes naturels qui sont exprimés par nos cellules, mais aussi d'autres composés avec une charge électrique négative, comme des acides nucléiques, mais aussi sans doute, pour ce qui concerne les virus, certains composants de la capside, de l'adénovirus, des polysaccharides bactériens et des polyphosphates plaquettaires. Tout ça peut modifier la structure du FP4 et entraîner la synthèse d'anticorps. Alors, on connaît ces anticorps depuis des années. Moi, je travaille sur ces anticorps depuis près de 40 ans, dans le cadre de thrombopénie induite par l'héparine. Et ces dernières années,
à côté de ces anticorps très classiques en bleu, qui ne reconnaissent le facteur plaquettaire 4 qu'en présence de l'héparine, eh bien, ces dernières années, on a commencé à individualiser des anticorps qui se fixent au facteur plaquettaire 4 sans héparine, qui surviennent dans des conditions d'auto-immunité. Et c'est exactement ce qui se passe chez les sujets, chez ces exceptionnels sujets vaccinés avec un vaccin à adénovirus. Ces anticorps, ils sont incroyables. Ils ont une affinité pour le FP4 qui est beaucoup plus élevée que les anticorps de thrombopénie induite par l'héparine. Ça, c'est une figure que l'on a publiée il y a quelques jours dans le New England Journal of Medicine parce qu'on a étudié un certain nombre de plasmas de malades ayant une suspicion de VPIT et on a pu montrer, en effet confirmer, que ces anticorps, ils activent les cellules. Là, c'est un test de release de sérotonine radiomarquée. Et vous voyez que l'activation, elle est maximale, sans héparine, dès l'instant qu'on met du facteur plaquettaire 4 dans le milieu réactionnel. Et cette activation va persister sous héparine, voire même être un petit peu amplifiée dans certains cas. Mais bon, bref, on ne donne pas d'héparine à un malade qui a une thrombopénie et thrombose post-vaccinale. Par contre, on a une inhibition complète de l'activation cellulaire avec un anticorps monoclonal qui inhibe Fc gamma R2A parce que ces anticorps, en fait, ils activent les cellules avec leur fragment Fc. Alors ça, c'est très, très intéressant parce que si on coupe la zone charnière entre le Fc et les deux fragments FAB de l'IgG avec une enzyme qui s'appelle IDES, qui a une AMM pour le traitement de sujets qui sont candidats à une greffe rénale, qui ont des anticorps qui vont compromettre le succès de la greffe. Donc, si on coupe les anticorps, on inactive les mécanismes cellulaires qui conduisent à la greffe rénale. Donc, on a essayé de voir, on l'avait déjà montré avec les anticorps de TIH, mais on a confirmé qu'avec les anticorps de cette complication, on inactive complètement l'activation cellulaire induite par ces anticorps, ce qui est quand même sur le plan thérapeutique assez intéressant si on arrive à l'utiliser. En tout cas, ces accidents, ils sont gravissimes parce que tous les malades, contrairement aux thrombopénies induites par l'héparine, où on a 50% des malades qui ont des thromboses, là, tous les malades avec cette complication ont des thromboses pratiquement, 98% des cas. Il y a juste eu un cas récemment publié qui avait une thrombopénie isolée, mais en règle générale, ils se présentent tous avec une thrombose, parfois très sévère, cérébrale ou splanchnique. Et ça, c'est un peu atypique, parce qu'on ne les voit pas si souvent dans les thrombopénies induites par l'héparine, ces thromboses cérébrales et splanchniques. Ils ont tous une thrombopénie assez franche, souvent inférieure à 100 gigalitres, plus profonde souvent que dans les thrombopénies induites par l'héparine, et ils ont une activation plaquettaire, je vous l'ai montré, majeure. On a démontré que les anticorps anti-FP4, c'est assez intéressant ça, ne sont pas retrouvés avec un certain nombre de tests habituellement utilisés pour le diagnostic de thrombopénie induite par l'héparine. Ça veut bien dire que les anticorps, ils reconnaissent d'autres épitopes sur la protéine que ceux impliqués dans les thrombopénies induites par l'héparine. Et on doit traiter les malades, alors c'est compliqué de traiter ces malades. Dans les thromboses veineuses cérébrales, il y a 60% de mortalité, 50 à 60% de mortalité. On doit traiter avec des immunoglobulines intraveineuses à haute dose et un anticoagulant non héparinique. Mais c'est beaucoup plus difficile que les TIH. Pas de transfusion plaquettaire. Enfin bref, voilà ce que je voulais vous dire. Bon, je remercie un certain nombre de collègues, et notamment Nicole Ferreira-Maldan, avec laquelle je travaille sur la Covid-19, tous les médecins avec lesquels je collabore, à la fois pour la Covid-19, mais aussi pour les thromboses et thrombopénies induites par le vaccin. Merci de votre attention. J'ai été sans doute un peu trop long. Voilà. Non, Yves, tu as été passionnant. Il y a un écho, je ne sais pas quoi. Tu veux que je coupe mon micro peut-être? Non, mais ça doit venir de quelqu'un d'autre, sans doute. Non, tu n'as pas besoin de couper ton micro, Yves. Mais écoute, merci beaucoup pour cet exposé. Ça m'amuse parce que tu présentes toujours très bien les choses et on a l'impression que tout est simple finalement. Mais si je devais refaire cet exposé, surtout sans diapositive, tu verrais un peu les dégâts.
Bon, j'espère. Est-ce que vous avez des questions à me poser, non? Allez-y. Voilà, si, il va y avoir sûrement des questions. La parole est à la salle. Qui Si veut je peux me permettre, intervenir? monsieur Oui, l'animateur. Jacques. Non, merci Yves, c'est vrai ce que dit Étienne, ça paraît, toute cette synthèse faite au bout d'un an seulement d'expérience, c'est précieux. Ce que j'ai retenu une chose dans une de tes diapos vers la fin, surtout ne pas multiplier les examens compliqués et qu'on peut faire un suivi d'évolution avec des examens simples. Et c'est vrai que souvent, pour les collègues qui travaillent dans les zones du Sud, comme tu le sais, qui n'ont pas accès facilement à des examens compliqués, le fait que tu rappelles qu'avec quelques examens sanguins, qui eux sont maintenant bien implantés dans beaucoup de sites du Sud, on peut faire un suivi efficace. Je crois que ça, c'est important à retenir. Oui, merci Jacques, c'est très important. Alors, je crois que l'une des difficultés, c'est peut-être les dédimères qui ne sont pas forcément accessibles partout. Cela dit, le fibrinogène, c'est aussi un bon marqueur, mais beaucoup moins sensible de gravité d'une COVID. À propos de ce que tu viens de dire, ça me fait songer à quelque chose d'important pour les complications thrombose, thrombopénie post-vaccinale. La biologie, à la limite, ne sert à rien, pratiquement, puisque quand vous avez une thrombopénie, une thrombose, dans la fourchette de temps que je vous ai indiqué, à savoir 4 à 28 jours, ce trépied a une valeur prédictive positive proche de 100%. Ça ne peut pas être autre chose et on retrouve toujours des anticorps anti-FP4. Là, on a étudié beaucoup plus de malades depuis qu'on a publié, depuis qu'on a envoyé ce papier au New England. Honnêtement, ça marche à tous les coups. C'est pas du tout comme les thrombopénies induites par l'héparine, sur beaucoup de suspicions. Il faut vraiment la biologie pour confirmer le diagnostic. Là, ça sert à rien. C'est tellement typique. La valeur prédictive positive de la clinique est excellente. Ça, c'est précieux aussi. Ouais. Tout à fait. Yves. Oui, merci beaucoup, parce que non seulement c'était très intéressant et très précis, mais ça a réveillé chez moi toute une notion de physio et d'endocrino, parfois un peu oubliée. Et je voudrais revenir sur le tout début de votre présentation, parce que vous avez parlé de la dysfonction endothéliale. Je veux savoir si dans cette dysfonction-là, j'ai compris qu'il y avait perte d'expression. Oui. L'endothélium perd certaines caractéristiques géniques, mais est-ce que cette perte est compensée par un gain? Et est-ce que ce gain se fait dans une fourchette de gènes de type plus épithélial que endothélial? Alors, dans les stades initiaux, vous avez une activation endothéliale qui va se traduire notamment par l'expression d'un certain nombre d'antigènes et de protéines d'adhésion qui vont faciliter l'interaction des leucocytes, notamment avec l'endothélium, mais aussi qui vont favoriser la coagulation puisque vous avez une expression du facteur tissulaire aussi par les cellules endothéliales lorsqu'elles sont stimulées par les cytokines notamment, pro-inflammatoires. Ensuite, souvent dans la COVID-19, comme je vous l'ai expliqué, vous avez, parallèlement, il y a une diminution des propriétés anticoagulantes des cellules endothéliales, ce que je vous ai dit, et puis vous avez rapidement une déendothélialisation, c'est majeur, au niveau notamment alvéolaire, c'est dramatique, et c'est pour ça aussi, je pense que les malades ont parfois des séquelles qui peuvent durer des mois et des mois, parce qu'ils ont quand même des lésions pulmonaires chroniques qui sont terribles parfois, terribles. Voilà. Donc, Mais en fait, ma question, c'était surtout par analogie à d'autres situations physiopathologiques, où par exemple, on sait que des cellules endothéliales, dans un contexte, par exemple dans le contexte de la grossesse, elles sont capables d'acquérir un phénotype endothélial puis de passer outre l'immunité maternelle. Est-ce que oui. c'est un peu possible dans ce cas-ci précisément?
Je ne crois pas que ça a été, enfin je ne sais pas s'il y a eu des travaux dans ce sens, mais c'est un tel cataclysme, là on est dans une situation d'une extrême gravité et je pense que honnêtement, je ne suis pas certain qu'elles aient le temps d'acquérir un phénotype du type de celui qui peut être observé au cours d'une grossesse. Ça n'a évidemment rien à voir. Enfin, c'est... D'accord. Merci. Je vois que dans la salle, il y a beaucoup de questions. Oui. Professeur Najjar, la parole est à vous. Activez votre micro, s'il vous plaît. C'est à moi que vous parlez? Non, je parle du professeur Najjar. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup et merci, monsieur, pour votre présentation extrêmement intéressante, mais surtout, vous avez dit tellement de choses que je suis un petit peu perplexe et perdu. Je suis gynécologue et j'ai essayé de vous suivre, mais merci quand même parce que c'était très intéressant. Comme a dit Monsieur Le Marié tout à l'heure, au début, ça paraît très simple, et puis après, on est perdu et on est sous la marée. Alors, moi, j'ai une question très intéressée. L'action, vous avez parfaitement décrit l'action thrombogène du Covid-19. C'est tout ce que vous avez dit aujourd'hui. C'est très clair et pas de doute, et même quelque chose d'extrêmement important. Moi, je voudrais rajouter qu'à côté de ça, en parallèle, on a une action thrombogène de la contraception œstroprogestative. Alors, à votre avis, les deux sont-elles, peuvent-elles être complémentaires pour augmenter le risque? C'est-à-dire que chez une femme sous contraception orale, avec donc son activité thrombogène déjà élevée, pour laquelle il va falloir être très prudent, si elle a un Covid-19, elle va avoir un risque qui va être probablement augmenté. Quel préconisez-vous comme bilan? Est-ce qu'il faut augmenter le bilan? Est-ce qu'il faut aggraver le bilan qu'il faut faire? Non, non, je pense qu'il faut distinguer deux situations. Il y a le Covid, je dirais, standard. Le Covid standard, et dans ce cas-là, peut-être que le syndrome inflammatoire surajouté à la contraception orale peut entraîner un surrisque. Mais vous savez très bien que le risque relatif de la contraception orale œstroprogestative, il est variable, compris entre 2 et 4. Hein. C'est variable selon les associations. Bon. Mais finalement, dès l'instant que la maladie devient plus sévère, ce surrisque relatif lié à la contraception orale devient négligeable. C'est complètement négligeable et on ne le prend pas en compte parce que c'est complètement écrasé par le risque propre de la maladie. Et c'est exactement la même chose pour le facteur 5 Leiden, par exemple. Le facteur 5 Leiden, qui confère un risque relatif de maladie thromboembolique veineuse d'environ 5. Hein. C'est ce que je dis toujours aux étudiants, c'est facile, c'est le facteur 5, ça multiplie par 5, le risque de thrombose. Eh bien, quand le Covid est sévère, on s'en fiche complètement parce que c'est complètement écrasé par la gravité de la Covid-19 elle-même. Voilà, donc non, je pense que pour une femme qui est sous contraceptif, a priori, ça veut dire que c'est une femme assez jeune. Donc, la Covid, en règle générale, est moins sévère chez ces sujets-là. Je ne ferai pas d'investigation particulière. Très bien. Juste un petit mot encore, s'il vous plaît, sur l'utilisation de l'héparine à bas poids moléculaire. Est-ce que de mettre de fortes doses d'emblée en préventive, est-ce que c'est bon, pas bon ou ça ne sert à rien? C'est ce que j'ai commenté dans mon exposé. C'est toujours la balance entre le bénéfice et le risque. Et je vous ai montré les résultats de l'étude que nous avons publiée,
qui montrent que quand on met une prophylaxie renforcée, eh bien, on réduit de 20% le risque thromboembolique d'après cette étude. Il y a d'autres études qui sont en cours, qui sont randomisées, qui vont sans doute permettre de discuter cette position. Mais en tout cas, je vous l'ai dit, le risque thrombotique, il est majeur dans les 10 premiers jours. Et là, à mon avis, si vous avez des facteurs de risque associés, il ne faut pas mollir. On sait que la thromboprophylaxie classique, 4000 unités d'énoxaparine par exemple, ne suffit pas. Merci beaucoup. Merci. Visser, je crois que vous aviez une question, notre ami de la Syrie. Visser. Oui. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup d'embolies pulmonaires, beaucoup de patients qui sont morts à cause de l'embolie pulmonaire pendant cette période Covid chez nous en Syrie. Est-ce qu'il y a une place de l'angioscanner, je voulais dire tomodensitométrie avec protocole embolie pulmonaire, parce que ce sont des malades très hypoxiques dans leur lit et les choses ne sont pas évidentes. Oui, c'est sûr que vous posez une problématique dont nous avons beaucoup parlé. Bien sûr, l'imagerie a une position clé dans ce contexte, sauf que mobiliser un patient pour une exploration, un patient qui est extrêmement handicapé sur le plan respiratoire, ça n'est parfois pas possible. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je pense que on a proposé une stratégie un petit peu plus agressive sur le plan de l'anticoagulation chez ces malades, d'autant plus qu'on n'a pas les moyens parfois de vérifier qu'il n'a pas fait, la clinique n'est pas discriminante, étant donné le tropisme pulmonaire. Oui, on est obligé de faire ça. Voilà. Non, non, mais voilà, oui, on est obligé d'agir comme ça. Exactement. Deuxième question, la polynucléose. La polynucléose, vous avez une embolie ou vous avez une pneumonie. Et les deux donnent une image radiologique et les deux donnent une polynucléose. Et les deux peuvent donner une hyperthermie. Bon, donc, il y a aussi une petite question là. Bien que le contexte n'est pas vraiment très, enfin, le contexte est différent. Enfin, je voulais dire oui. Mais la polynucléose, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur la polynucléose? Quand elle augmente de manière très importante, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est un critère de mauvais pronostic chez les patients ayant une Covid. Alors après, vis-à-vis de la thrombose, des complications thrombotiques, on n'a pas d'éléments discriminants vis-à-vis de la Oui, c'est tout un problème parce qu'ils sont mis sous antibiotiques à tort. Oui, c'est ça aussi. Merci. C'est une autre question. Merci beaucoup. Je vous en prie. Yves, une question concernant la vaccination précisément. Oui. Tu as présenté beaucoup de choses, mais tu as été obligé d'aller assez vite sur la vaccination. Oui. Oui. Est-ce que j'ai lu le papier de ton collègue et ami Nadja de l'HEGP. Ah oui, Smadja, oui, c'était une analyse pharmacovigilante, oui. Qui a surtout recensé tous les cas, tous les effets indésirables graves des vaccins d'après la base de l'OMS et la base suédoise d'Uppsala, ou je ne sais plus. Et il semble bien que finalement, quel que soit le vaccin, on a le même taux de complications. Vrai ou faux, selon toi? Ça dépend de quoi on parle. Je parle de complications graves, de thromboemboliques. Ah non, c'est faux. Enfin, je veux dire, l'entité décrite pour la première fois par Andreas Greinacher dans le New England Journal of Medicine, il y a eu deux papiers, le papier d'Andreas, que je connais bien et avec qui je travaille, et le papier des Norvégiens Schultz, qui rapportait 5 cas. Dans tous les cas, vous aviez des thromboses, une thrombopénie, des anticorps anti-FP4 à un titre très élevé.
C'est ça l'entité qu'on appelle le VITT, Vaccine Induced Thrombocytopenia and Thrombosis, ou Thrombotic Thrombocytopenia. Ça, c'est uniquement après les vaccins adénovirus, qui n'est absolument pas observé après les vaccins ARN. Là, je suis formel parce que je fais partie de la commission d'experts qui a été montée en urgence par la NSM, et donc je suis à peu près au courant des données les plus actuelles, et faites-moi confiance, c'est clair. Alors après c'est vrai qu'il a été rapporté par les centres de pharmacovigilance avec tous les vaccins un certain nombre d'accidents, un peu clairement plus avec le vaccin AstraZeneca. Avec Johnson & Johnson en France, on a très peu de recul, mais en tout cas, il y avait beaucoup plus d'effets secondaires immédiats, et on a eu des thromboses aussi. Il y a des thromboses, et c'est logique qu'il y ait des thromboses, parce que la thrombose, c'est quand même extrêmement fréquent dans la population générale, a fortiori chez les sujets âgés, les thromboses de tout type, et d'une part, et d'autre part, certains sujets, après la vaccination, ont des réactions inflammatoires assez marquées. Il y a de la friture, il faut écouter certains coups. Oui. Voilà. Donc, mais ce que j'ai décrit, c'est uniquement adénovirus. D'accord. Est-ce que je peux ajouter un commentaire avant qu'on termine puis qu'on aille avec le mot de la fin? Effectivement, il y a des effets secondaires, effectivement, il y a des risques, mais est-ce qu'au final, vous diriez quand même, faites-vous vacciner d'une façon très générale? Bien sûr, c'est une évidence. Alors le problème, après, il est perçu différemment selon que l'on réfléchisse sur le plan collectif ou sur le plan strictement individuel. C'est l'éternel débat. On a la chance de vivre dans des pays riches qui ont la possibilité de choisir. Et c'est évident que moi j'ai un peu honte de savoir que l'on a jeté ou on n'a pas utilisé certaines doses de vaccins AstraZeneca, alors que dans des pays qui n'ont pas accès aux vaccins, c'est quelque chose qui me rend un peu, qui me rend très amer. C'est évident, il y a encore 200 morts par jour, 250 morts par jour en France de cette maladie. Il ne faut pas qu'on traîne, quoi. Il ne faut pas que ça entraîne. Ça a été l'objet de grandes discussions et d'un débat vraiment difficile. OK. Merci. Yves, si tu peux conclure. Oui, écoutez, oui, je vais conclure. Je vais conclure sur deux choses. D'abord, merci au professeur Gruel de cet exposé extrêmement clair, extrêmement bien fait. Je pense que tous, à différents niveaux, on en retient des brides selon nos formations personnelles. Je voudrais prendre une minute pour vous annoncer nos prochaines visioconférences. Excusez-moi. Le 10 juin, dans le cadre de la pneumo, nous aurons le plaisir d'avoir le professeur Antoine avec nous, qui va parler de intelligence artificielle en pneumologie. De même que le 24, une autre conférence pneumologie avec le professeur Louis-Jean Coudert, pneumologie de l'immunodéprimé. Et pour ceux qui le savent, le 23 juin prochain, dans le cadre de notre cycle SIGMEF, Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie et AUF, nous aurons le thème 6 de ce cycle de conférences. Et c'est mercredi le 23 juin, c'est ça, et le thème de cette conférence, c'est contraception. Donc, merci à vous tous. Merci encore au professeur Gruel et personnellement, je vous dis à très bientôt. Merci Yves. Au revoir les amis. Au revoir à bientôt. tous. Merci. Au revoir à tous et merci. Merci.